Le professeur David Jeffrey est un physicien qui est un scientifique de haut niveau au centre de Princesse Margaret, au Centre pour le cancer Princesse Margaret au Canada. Il est vice-président du service physique de radiothérapie à l'hôpital Princesse Margaret. Ceci est l'un des plus grands services de radiothérapie du monde. Il traite plus de 8000 patients chaque année. Donc, cela représente 3 ou 4 centres académiques belges. Et le service de physique est également un service très imposant. Mais je crois que la partie la plus imposante, la plus impressionnante de sa carrière, c'est la recherche. Cette recherche a commencé dans les années 90. Et pour être bref, je dirais que David a contribué à toutes les principales innovations technologiques dans la radiothérapie qui, aujourd'hui, ont un rôle bien établi dans le domaine clinique. Cela va de l'IMRT, IMAT, VMAT, GRT, SBRT et la radiologie adaptative. Il est l'inventeur de Combeam City avec John Won lorsqu'il travaillait au début des années 90, me semble-t-il, à l'hôpital Bolmat à Détroit, aux États-Unis. Il a également une page Wikipédia qui lui est dédiée. Je pense que peu d'entre nous peuvent se vanter d'avoir une page Wikipédia. Il a été élu dans le top 40 des personnes qui ont moins de 40 ans. Donc, les personnes qui ont donc c'est les personnes les plus importantes au Canada et son travail est largement reconnu. Merci beaucoup, David, d'avoir fait l'effort de vous rendre en Belgique. Et le titre de votre présentation est l'élargissement de l'accès mondial à la radiothérapie, la demande, l'offre et les bénéfices. Merci. Je crois que le top 40 des moins de 40 ans, c'était il y a quelque temps. Merci, c'était très aimable. Donc, je suis ravie d'être ici parmi vous. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité et je vais vous parler d'un travail qui a été réalisé il y a 3 ans. C'était un travail qui a rassemblé une large communauté autour du monde pour comprendre quel est le travail de radiothérapie dans le monde entier, quel est le coût pour nous de le mettre en place et quels seraient les bénéfices que l'on peut en retirer d'un point de vue économique et d'un point de vue de sauvetage des vies. Voilà quelles sont les tâches que je vais vous décrire. Beaucoup de personnes ont participé à tout cela. Il y a beaucoup de personnes qui ont participé, qui ont commencé à lancer la conversation initiale pour faire démarrer ce travail. Et nous avons reçu le soutien de groupes comme l'IAEA, des membres, beaucoup de groupes de travail qui ont été formés. Donc nous sommes dans une position tout à fait unique. Nous avons la possibilité maintenant, en fait, de lister des problèmes. Par exemple, il y a le réchauffement de la planète. Nous avons maintenant des mesures. Nous avons la possibilité maintenant de modéliser l'impact de ces problèmes mondiaux. Donc, le rapport Globocan de 2012, basé sur des données avant 2012, nous permet de modéliser un certain nombre de cancers dans le monde. Donc, on peut les modéliser, on peut voir s'ils augmentent, et ils augmentent environ 25, presque 25 millions de cas par an. On voit l'augmentation parmi les pays les plus développés. Dans les pays les moins développés, on a une croissance disproportionnée puisqu'on passe de maladies contagieuses à des maladies non contagieuses, c'est-à-dire les maladies que nous avons dans les pays développés qui ont un impact sur la mortalité dans le reste du monde. Et maintenant, le cancer émerge comme étant l'une des maladies les plus importantes. Donc, étant donné que cette croissance augmente, on peut se demander comment est-ce qu'on peut réagir
pour faire face à ce qui va arriver. Et maintenant, il y aura de la richesse pour répondre à cela et on voit que il y a des chercheurs qui peuvent répondre. Je pense qu'il faut simplement organiser la réponse et ce sera ça qui va nous limiter. Il y a un article dans Global Health 2035 qui a identifié que les tendances dans le monde sont telles que ces convergences vers une santé plus uniforme et la capacité à réagir de manière importante est faisable et ceci peut se faire au niveau de la radiologie quand on voit sur ce graphique le taux de mortalité, il baisse dans les pays développés, en voie de développement et les projections sont qu'en 2025, elle sera la même. Cela reflète beaucoup de choses dans les investissements de la santé. Pour les maladies contagieuses, par exemple, 2025, ça n'est pas très loin de nous. Il faut 10 ans pour créer une nouvelle machine de radiothérapie. Donc, 10 ans, on sera déjà là en 2025 et en 2035. Ça paraît être très loin. Donc, il faut déjà réfléchir à ce qu'il faudra mettre en place pour traiter les difficultés de radiothérapie mondiaux. Ceci est un chiffre important. Ça vous montre les pays par revenu, là où nous avons les pays développés. Et il y a des pays très pauvres, mais vous pouvez voir que la carte représente les différents niveaux de richesse. Et pour pouvoir gérer le poids du cancer dans le monde entier, on peut donc regarder cette carte. Il y a des rapports récents qui montrent les dépenses de santé. On pense que les dépenses de santé vont augmenter, que ce soit des investissements gouvernementaux ou des investissements privés. Donc, les dépenses seront là. Est-ce qu'on va investir en radiothérapie? On sait que ça représente seulement 0,5% dans la plupart des pays développés, mais il y a des environnements où il n'y a aucune infrastructure à ce stade. Les centres pour le cancer dans les pays développés ont commencé comme des centres indépendants, mais il y a beaucoup de pays où on n'a pas encore cette activité. Il nous a fallu une centaine d'années pour développer tout cela dans nos pays développés et il faudra beaucoup d'argent pour faire tout cela. On peut regarder ce qu'a fait l'AIEA pour développer une carte qui montre le nombre de machines et on voit que dans certains pays, 1 personne sur 10 a accès à la radiothérapie. C'est probablement pas uniforme. Et il y a la question de la qualité de l'accès à cela, comme l'a dit l'orateur précédent. Donc, si nous voulons avoir une convergence d'ici en 2025, les maladies contagieuses ne seront pas le problème, mais le poids du cancer va passer à 25 millions et donc les radiothérapies seront là pour 15% d'entre eux et on peut poser des questions comme celle-là. Si le président de l'UACC, c'est un petit peu l'agrégation de toutes les organisations contre le cancer dans le monde entier. Et nous avons posé la question, quel est l'investissement nécessaire pour réduire l'écart entre ce qui existe aujourd'hui et un accès raisonnable à la radiothérapie dans le monde entier? Donc, nous avons 2 ans pour trouver la réponse à cette question. Et donc, vous pouvez suivre tout ce processus. Il a été documenté, publié sur le site internet gtfrcc.org. Donc, vous pouvez voir quelle est la participation, etc. Nous avons notre secrétariat. Tabaré Vasquez est le président de l'Uruguay. Il est également oncologue. Il est le président honoraire. Je travaille avec le docteur Gospedaro. Nous avons de très, très bons talents dans le monde. Nous avons Yolande Livens qui participe beaucoup et nous avons des personnes comme des économistes qui essaient de comprendre que cette conversation ne se fait pas simplement avec le ministère de la Santé, mais avec le ministère des Finances. Donc, nous avons plus de 100 personnes qui ont accepté de nous envoyer des données. Ce sont nos sources d'information pour s'assurer que ce qu'on propose dans le monde entier va dans le bon sens. Et pendant ce processus, le lancer a plusieurs campagnes ici qui concernent le cancer et notre activité est devenue l'une d'entre elles. Et ils nous ont demandé
après nous avoir observé pendant 18 mois, de donner un volume dans le lancer qui a été 23 000 mots ont été publiés dans le lancer. Et nous avons repris les résultats et les méthodes, parce que je crois que c'est très intéressant de voir quelles sont les méthodes. Donc, nous avons mis en place un cadre, et à partir de ce cadre qui est utilisé pour les personnes pour voir comment investir et comment est-ce qu'on peut justifier cet investissement du point de vue financier. Donc, on a repris ce cadre. Et en fait, on dit qu'il faut penser à un cadre d'investissement. Il faut penser à ce qu'est le poids, la charge de cette maladie. Quelle est la demande d'intervention? Est-ce qu'on est prêt véritablement à mettre l'équipement, les personnels en place? Quels sont les besoins en matière d'éducation? Peut-être qu'on ne va pas inclure cela dans le coût, mais il faut en établir la liste et en être conscient. Et quels sont les résultats? Quels sont les bénéfices, les avantages de tout cela? Et c'est au niveau de la conversation sur l'investissement, il faut que ce soit pas seulement les bénéfices pour la santé, mais les bénéfices économiques. Donc tout cela est mis en place à partir des membres qui font partie de notre groupe, et on met en place des groupes de travail. Donc ça se fait dans le monde entier, dans 184 pays dans le monde. Donc on va essayer de calculer les chiffres pour le monde entier sur la charge du cancer. Les 10 principaux cancers, ça va nous dire que cette charge existe, et nous saurons de quel besoin nous aurons en radiothérapie, et on peut calculer pays par pays le nombre de fractions par année qu'il nous faudra avoir. Ensuite, on peut prendre ces données basées sur l'épreuve, parce que sinon il n'y aurait pas de liste d'épreuves, et on peut calculer le bénéfice d'une survie de 5 ans. Donc, on peut calculer la demande, on peut calculer les vies, la prolongation des vies. Et on a besoin d'un autre groupe, et ça a été fait par Jake and Dyke, et qui a passé de nombreuses soirées sur Skype à discuter des chiffres sur ce qu'il faut mettre en place. Quel est le coût en dollars par fraction? Une fois qu'on a ces chiffres, on peut modéliser année par année la demande en fractions, les capacités en place, les coûts supplémentaires pour traiter, les vies sauvées avec le taux de survie à 5 ans. Et on peut rouler cela année par année comme une grande simulation et voir quel est le bénéfice pour la vie. Et toutes les vies qui en ressortent, ces personnes peuvent retourner travailler, peuvent contribuer à la société, et on peut calculer le bénéfice financier. Et on peut le modéliser comme cela. On peut investir moins vite, on peut accélérer, on peut faire linéaire, et on peut calculer quel est le gain en année de vie à la fin. Donc, voilà, il y a des suppositions assez larges. Quand on a publié cet article, il y avait ces hypothèses. La radiothérapie continuera à faire partie du contrôle du cancer en 2035. Ça fait beaucoup d'années, mais personne n'a remis cela en question, parce que les preuves ne devraient pas changer en ce qui concerne l'ordre de valeur. Et on aura besoin des infrastructures. Vous avez là les suppositions les plus basses, mais bien sûr, il y a la chirurgie qui entre en ligne de compte. J'aimerais beaucoup qu'on fasse poser la même question avec la chimiothérapie, mais à ce moment-là, on pourrait mettre en place les infrastructures. Mais il ne faut pas... on fera cela dans une étape suivante. Donc, le groupe de travail numéro 1 et 3 était dirigé par Michael Button, M. Ayap, Anna, et qui essaie de déterminer combien de cancers, combien de radiothérapie on a d'après l'épreuve, et quel sera le taux de survie. Ça, c'était leur travail. Ça n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Donc, on va rentrer un petit peu dans les détails. Le nombre de cas qui auront besoin de radiothérapie au moins une fois par pays en 2012 pour 184 pays. Quel est le nombre moyen de fractions radiothérapie par pays? Mais à partir de la présence des maladies dans ces pays, à partir des meilleures preuves, quel est le nombre de fractions?
les bénéfices de la survie et le contrôle local de la radiothérapie et on peut projeter cela vers 2035, sinon ça n'a pas de sens. Cela comprend la croissance de la population et des changements de survenue des maladies et cela est fait par rapport aux chiffres donnés par IARC. L'approche d'utilisation, en fait, c'est l'approche IBEST qui a été décrite précédemment, basée sur les preuves, le nombre de fractions et les contrôles locaux de radiothérapie publiés et les projections normalement qui se font en 2035. Ensuite, dans cette approche d'utilisation, on regarde quand on passe par cet arbre de décision, quelle serait l'intervention de radiothérapie appropriée pour les personnes. Ça a été fait par Michael Steeman dans le passé et cela nous donne le taux d'utilisation de la radiothérapie. On peut avoir un taux d'utilisation de radiothérapie par chaque type de cancer, par les sites cancéreux, on en a 10. Mais pour le foie, il n'y a pas de radiothérapie pour l'instant. Mais on l'a quand même mis parce qu'on ne veut pas simplement choisir ceux qui ont le plus fort taux de radiothérapie, simplement ceux qui surviennent le plus souvent. Ensuite, il y a les bénéfices des résultats. La population qui a 5 années de vie supplémentaires, basée sur 2011-2014, c'est avant IMRT et avant IGRT. Donc, c'est une position unique dans le temps qui permet d'avoir des preuves pour une partie technologique bien définie. Si on veut parler des résultats, on doit choisir la technologie qui y correspond. Donc, c'est principalement cela. Donc, en général, les publications plus anciennes que 90 n'ont pas été prises en compte. Et on a les indications radicales qui ont aucun bénéfice sans radiothérapie et les 10 principaux cancers. Donc, on a fait des calculs par pays. On a pu trouver la demande, le nombre de fractions, la combinaison des maladies. Vous avez le nombre de fractions et on peut regarder également la demande par rapport aux contrôles locaux et la survie générale. Donc, quelques résultats qui sont ressortis. On peut regarder cela pour tous les pays, les 184 pays. On peut les regarder par rapport à la taille, c'est la taille des cercles. On peut regarder quelle est l'utilisation de la radiothérapie appropriée et comment cela change selon le niveau de dépense de ce pays. Vous voyez que ça n'a pas d'importance. En fait, on a besoin le même pourcentage d'utilisation de radiothérapie, quel que soit le pays, de 32 à 63%, et les 30% restent là, quel que soit le pays. En fait, ensuite, on peut générer une carte de couverture de la radiothérapie mondiale selon les ressources des pays tirées du IARC et on peut comparer cela par rapport à la demande actuelle. Et voilà ce qu'on appelle notre carte de couverture. Donc, ce serait une couverture à 100% et on l'a fait pour différentes dates. On avait 8 heures ou 16, 12 heures, 16 heures parce qu'il a fallu faire cette carte par rapport à la présence de l'équipement parce que c'est les seules données qu'on avait. Mais il y a un paradoxe. On ne peut pas traiter un patient sans des moyens électroniques. Tout traitement radiothérapie passe par un système recherche et développement dans le monde. La seule manière pour estimer le nombre de fractions administrées dans le monde, c'est si les gens font un recensement que l'IAEA envoie périodiquement. Voilà. C'est assez remarquable. Donc, il faut que ces données soient agrégées par les entreprises pour qu'on puisse avoir la dose administrée dans le monde. On peut également regarder comment cette couverture varie selon le PIB de ces pays. Vous avez les gros pays. Peut-être qu'il y a une surcapacité quelque part. Et si vous descendez, vous pouvez voir bien sûr que la couverture baisse avec les revenus des pays, le PIB des pays. Donc, on peut tirer des statistiques. En 2012, 7 millions d'indications dans le monde, 119 millions de fractions devraient être administrées, 1,5 million de contrôles locaux possibles, 580 000 vies auraient été sauvées et en 2035, on aura 12 millions d'indications. Ça a du sens. Je vous avais dit
20,5 divisé par 2, ça fait 12 millions, 204 millions de fractions. Si traitées selon l'épreuve que l'on a là, depuis la fin des années 90 et au début des années 2000, on aura 2,5 millions de contrôles locaux et 950 000 vies seraient sauvées par an. Donc, on peut prendre ces chiffres et les mettre dans le cadre. Et je vais vous montrer ici, dans ce modèle, il y a un certain nombre de fractions par an. Et on a un groupe de travail, comme je l'ai dit, on a passé pas mal de temps au téléphone à parler Jake et IE, de l'IAEA et voir quels sont les coûts. Si on veut pouvoir délivrer ces thérapies, qu'est-ce que ça va coûter? Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a défini un modèle d'administration, les installations, l'équipement, etc. On veut avoir un grand centre dans chaque pays. Il y a des économies que l'on peut réaliser, mais si on a des installations avec 2 machines, donc c'est ce qu'on a choisi, une installation avec 2 machines, parce que l'accès est également important. Et je vais voir cela en détail. Mais il faut faire des choix. On peut quantifier les besoins par rapport à ce qui est disponible à travers le modèle que Michael a développé. Et ensuite, avec ce modèle, on peut en fait déterminer quel est le coût de fonctionnement par fraction selon différents revenus des pays. On peut également déterminer l'investissement en capital pour avoir une nouvelle unité d'administration des fractions. Ensuite, on peut voir combien il faut investir pour fournir cette offre et quelles sont les capacités nécessaires, nouvelles capacités. Donc, on a fait des hypothèses. Il faut construire de nouveaux services, il faut moderniser certains services. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est concentré sur les pays à revenus moyens et inférieurs. Parce que dans les pays riches, il y a beaucoup de capacités dans ces pays. Et pour les pays à revenus moyens et faibles, on s'est composé ici sur 2 DRT, 3 DCRT. Bien, le coût était très détaillé. On a regardé beaucoup de systèmes existants, mais vous avez le modèle nominal, c'est... je vais parler seulement du LMIC parce que c'est assez compliqué, mais LMIC, on va supposer que 100% sont traités par CRT. Il y aura un HIC standard en 2005 et on a regardé la proportionnalité. Et on suppose qu'on a besoin d'un traitement 12 heures par jour. Le coût de construction, tout ce qui est inclus dans la construction et le développement, les frais de fonctionnement sont basés sur 3 CRT, 4 fractions par heure. Le personnel, les infirmières, l'informatique, les ingénieurs, etc. Les salaires donnés par les différents groupes, on a tous les détails. La maintenance de l'équipement est inclus et on l'a amorti. Donc, pendant que le système fonctionne, vous pouvez faire des économies chaque année pour continuer à le maintenir dans les années. Et on a ajouté 20% de coûts fixes. Donc, voilà ce que l'on a calculé. On a beaucoup travaillé sur beaucoup de tableaux. Et beaucoup de groupes avaient déjà travaillé là-dessus avant nous. On a ajouté les frais de formation, combien est-ce que ça coûte pour former les gens. On n'a pas inclus les coûts de transport des patients et le coût d'hébergement des patients. Donc, il y a les dépenses en capital et il y a des dépenses de fonctionnement ramenées par fraction. Donc, voilà quels sont les chiffres qui sont dans le rapport. Donc, on va se concentrer sur les pays à revenus moyens et faibles. Ce sont les coûts par fraction sur le modèle d'activité qui revient à 65 à 60 $ par fraction. Pour remettre cette capacité d'administration en place, ça représente en gros 300 $. Donc, comment est-ce qu'on peut faire cela? Vous avez une différence entre frais de fonctionnement 200 $ et le coût par fraction 800 $ depuis le départ. Donc, on voit si on peut faire 20 000 fractions par an. Vous avez besoin de 20 000 fois ce chiffre
et 20 000 fois 2,5 000 par an, voilà les chiffres que vous avez. Donc, avec ces chiffres, on peut rêver de tout un tas d'investissements et modéliser tout cela. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les 2,5 millions de fractions qu'il faudra administrer d'ici 2035, vous pouvez mettre cela dans le modèle d'activité et vous vous rendez compte que vous avez besoin de services, beaucoup de services. Vous avez besoin de beaucoup de machines. En fait, il n'y a pas suffisamment d'entreprises pour construire toutes les machines dont on aura besoin. On a besoin d'investissements pour faire tout cela. Le CT scan même, c'est très important. Plus de 20 000 personnes à former, de formateurs pour répondre à la demande à partir des projections, et on sait que ce sera révélé, que ça sera bien cela en 2035. Bien, donc on a différentes sections. On peut maintenant faire les simulations pour déterminer ce qui va se passer si on commence à faire ces investissements. Est-ce qu'il est possible que si on fait l'investissement radiothérapie, non seulement on va pouvoir sauver des vies, mais en fait, on va pouvoir avoir un bénéfice net économique pour le pays. Est-ce que la radiothérapie, non seulement c'est bon pour les patients, mais en fait, est-ce que c'est bien également pour l'économie du pays qui prendra la décision d'investir? Ça, c'est une question intéressante. Voilà. Pourquoi on a Daniel Rodin et Rifat Atoun qui est économiste. Daniel Rodin a travaillé sur son temps personnel. Donc, vous avez ce cadre qui, en fait, nous permet de prendre des discussions de manière structurée sur les allocations de ressources, parce qu'au ministère des Finances, on décide de faire un investissement. Est-ce que ça va créer des emplois pour le pays? Il faut qu'on construise d'autres routes à cause de la performance économique, etc. Donc, il faut étudier les coûts et comment on peut transformer ça en investissement, parce qu'ils ne vont pas choisir l'investissement tant qu'ils ne comprennent pas le potentiel. Donc, le modèle fonctionne comme cela. C'est le modèle par type de cancer avec un modèle Markov. Donc, on peut faire des simulations, on peut dire qu'il y a des cancers, des fractions qu'il faut traiter. On va mettre les capacités en place pour les traiter. Et on a modélisé cela de 2015 à 2035 pour chaque pays. Chaque pays est défini comme une cohorte avec une population de cancer. Et si vous avez la chance d'être né dans une certaine partie d'Afrique, la couverture, malheureusement, là, est zéro. Si vous êtes né dans une autre partie du monde, la couverture peut être de 70%. Donc, on commence à partir de là. Ensuite, on commence à voir ce qu'on peut faire à l'avant. On va faire davantage d'investissements pour y arriver en 2035. Et l'année d'après, avec la capacité, on peut traiter plus de patients. Il faut continuer à payer pour ceux qu'on traite, mais on augmente les capacités. Donc, pour chaque cohorte, vous avez des scénarios scale-up et no scale-up. Et on modèle également les résultats en vie supplémentaire, économie financière. Et on a des groupes établis par la Banque mondiale pour les différents groupes de régions de revenus. Donc, il est possible de faire cela. Voici la couverture actuelle basée sur nos données. UMIC, LMIC, LIC, ici vous avez les différentes zones économiques. Donc moyen en rouge et faible en vert. Voilà quel est l'investissement linéaire qu'il faut faire. Et ça n'est pas possible pour l'oncologie radiologique. Vous avez besoin d'une... Vous avez, au fur et à mesure que vous investissez, quelqu'un va dire ce sera la dernière année de l'investissement, mais on a besoin d'un modèle linéaire. On peut dire également, est-ce que ça vaut vraiment la peine si la vie est prolongée que d'une année? Et donc, il y a des méthodes pour le faire. On peut avoir l'approche du capital humain. Ça veut dire que, quelle que soit la contribution au PIB d'une personne, si vous prolongez la vie d'une année, vous avez cette valeur du PIB. C'est un petit peu froid et distant, mais vous avez aussi une approche du revenu complet. C'est plus la valeur de la maturité, de la richesse dans un pays. Donc, combien vaut votre vie? On pourrait poser cette question et ça veut dire 2,5 fois plus élevé. Donc, c'est peut-être une meilleure valeur, mais le premier système est un petit peu froid. Et la deuxième, c'est plutôt une déclaration de valeur. Donc, ceci est intéressant. Ce sont les résultats de certains travaux.
Donc, ne faites pas attention à la courbe d'efficacité, juste la nominale. Donc, si on fait cet investissement, si on ajoute tous les LMIC, les pays à revenu moyen, si vous regardez la valeur en termes de bénéfices du capital humain, ça augmente. Et après un moment, la valeur dépasse l'investissement en rouge. Et si vous avez une approche plus efficace de fournir la radiologie, vous avez fait des économies, vous intégrez tout cela, en fait, vous pouvez réduire le coût de la radiothérapie. On a calculé que ça peut aller jusqu'à 53%. Et bien sûr, vous avez davantage de retour sur investissement. Si vous avez une définition plus généreuse, vous avez un retour important. Et donc, en ce qui concerne l'augmentation linéaire en coût, le coût de 100% d'ici à 2035 du modèle veut dire qu'il faut investir 184 milliards de dollars pour le monde entier. Ce n'est pas tellement, finalement. Si on a un modèle d'efficacité, on peut réduire cela à 96 milliards. Donc ça, c'est assez utile pour une jeune entreprise qui veut faire ce genre de technologie. Peut-être que ça pourrait convaincre des investisseurs d'investir dans leur technologie ou permettre à des fabricants de bâtir des usines plus grandes pour pouvoir construire davantage de ces machines parce qu'on aura besoin. Vous voyez comment ça se répartit. On peut également regarder les années de vie sauvées, presque 30 millions sauvés dans les 30 années qui viennent avec un investissement linéaire. L'investissement linéaire laisse de côté beaucoup de demandes parce qu'on ne peut pas le mettre en route instantanément. Donc le linéaire, c'est optimiste. Beaucoup plus de vies seront perdues parce qu'on ne peut pas le faire. Donc, ici, vous avez encore quelques chiffres. Le bénéfice net, c'est positif avec l'approche, avec cette approche monétaire. Donc, dans les pays à faible revenu, les années de vie supplémentaires n'ont pas la même valeur économique parce qu'ils ne gagnent pas autant. Donc, il va falloir permettre davantage de contributions au PIB dans ces pays. Et il y a des pays où le PIB est plus élevé par tête. Donc, vous voyez qu'il y a des bénéfices plus importants. Et ici, vous avez le ratio. En fait, pour chaque dollar que vous investissez en radiothérapie, vous avez 4,77 dollars en retour, donc ou 1,94 pour les pays pauvres. Donc il y a un bénéfice économique. Il est clair que, bien sûr, il faut déterminer quels sont les objectifs à mettre en place. Il faut s'assurer que le cancer est bien dans le panel de contrôle du cancer. Il faut s'assurer qu'on peut enseigner. Il faut construire les installations. Il faut avoir les ressources humaines. Il faut les instruments de financement. Maintenant qu'on sait que c'est viable, qu'on peut avoir un retour au bout du compte, il faut s'assurer que la radiothérapie fait partie des traitements, des soins de santé universels. J'ai encore quelques minutes. Donc, l'une des choses les plus intéressantes ici, c'est que maintenant, on voit le cas, mais on voit cette courbe linéaire est très difficile à exécuter pour y parvenir. Donc, il faut avoir une autre approche. L'innovation, c'est important. Ce qu'on fait, c'est qu'on trouve des courts-circuits au niveau de la finance, au niveau des avantages, des bénéfices, de la technologie, parce que on peut utiliser des modèles d'efficacité pour y parvenir. Et Steven Johnson, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, D'où viennent les bonnes idées? Il relie les choses en ce qui concerne les innovations et en fait, il faut connecter le point de vue financier vis-à-vis des bénéfices pour la santé aux problèmes de technologie, aux problèmes d'enseignement, aux problèmes de financement. Et la connectivité a la capacité de stimuler l'innovation. Donc, on a besoin d'innovation pour résoudre ce problème. En fait, on va laisser la moitié des gens sur le côté qui auront besoin de ces solutions jusqu'en 2035 parce qu'on aura un modèle linéaire. Donc, si on veut, il faut songer à ce qu'il faut faire pour atteindre ces chiffres. Donc, dans ce rapport, en fait, les principaux messages pour générer l'innovation, c'est qu'on a un besoin important pour avoir un bon impact. On a besoin de 24 millions par année pour le cancer. La radiothérapie est essentielle pour un bon contrôle du cancer en 2035.
et il va falloir avoir davantage d'investissements, l'investissement important, 184 milliards de dollars dans les pays à faible revenu, revenu moyen. Ça, c'est nouveau, ça n'existe pas dans les écosystèmes. Ça, c'est des nouvelles activités. Donc, quels sont les domaines d'innovation et technologie, processus, éducation, finance, direction, leadership, etc. L'un de nos physicists fait des systèmes de planification automatique. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Eh bien, c'est assez évident, en fait. Migration vers le cloud permet de partager l'apprentissage et de réduire les coûts d'infrastructure. Système de radiothérapie Nano-X. Il y a une grande demande. Il va falloir faire des machines qui sont plus robustes, qui peuvent tolérer des ressources en électricité pas stables, interrompues, ou alors on va entrer dans les complexités des phénomènes d'acquisition dans ce domaine. Mais il n'est pas difficile d'imaginer qu'on pourrait avoir des panneaux solaires. On n'a pas besoin d'avoir une pompe qui tourne 24 heures sur 24, non. On a modélisé que dans notre analyse, on a dit, bon, il faut trouver davantage d'efficacité, travailler plus longtemps et acheter en gros. Donc, si vous reprenez tout cela ensemble, vous pouvez réduire le chiffre de 53%. On divise par 2. 96 milliards d'économies qui sont sur la table. Qu'en est-il de l'éducation? Il va falloir former plus de 215 000 professionnels de radiothérapie dans les années qui viennent, dans les 20 ans qui viennent. Il faut voir comment on les forme. Peut-être qu'il faut leur enseigner ce dont ils auront besoin de savoir, un petit peu comme une réaction d'urgence. Oui, il ne faut pas dire on va y aller, on fait de la formation, ne vous inquiétez pas. Je crois qu'il va falloir avoir une autre approche. Il y a beaucoup de choses, donc on a besoin, vous avez entendu parler des nanodegrés, ça arrive, nanodegree, c'est une histoire de compétence, ça peut être testé, donc un nanodiplôme, on peut, tout cela va arriver pour l'échange vont arriver beaucoup plus vite dans les entreprises. Il y a des approches totalement différentes en matière d'enseignement et cela est souligné par Julia Frank dans l'essai qui est intéressant de voir comment on pense à tout ce qu'il va falloir changer au niveau de l'enseignement pour pouvoir répondre à cela. Et il dit que nos structures actuelles ne fonctionnent pas très bien également. Par exemple, des systèmes d'éducation basés sur le cloud. Pourquoi est-ce qu'on a des réserves vis-à-vis de la formation par le cloud? Si vous interdisez cela, vous l'avez interdit pendant 6 mois, peut-être qu'on devrait avoir un mécanisme pour verrouiller tout cela ensemble. Le stewardship, l'une des principales raisons de la lenteur des progrès, c'est l'écart entre ce que l'on sait et ce que l'on fait. Donc il y a une activité, un groupe qui travaille, par exemple, des physiciens sans frontières, par exemple, ou International Cancer Expert Corps, qui ont cristallisé tout cela et on travaille maintenant avec eux pour voir comment on peut établir un partenariat pour pouvoir rassembler tout cela, pour se pencher sur ce problème. Donc, par exemple, je vais aller en Afrique résoudre un problème. Ça, c'est bien, mais on a besoin de trouver une solution qui aura une vision d'ensemble un peu plus grande. Il faut financer les innovations, il va falloir rassembler, canaliser pour financer les services de radiothérapie. Il va falloir avoir des approches de coopération pour la fourniture. On aura besoin de créer des emplois pour assembler les composants. Comment est-ce qu'on peut penser à cela? Comment on peut faire en sorte que ça fonctionne? Ou il faudra des instruments de financement innovants. Par exemple, beaucoup de ces pays ont une grande diaspora qui sont répartis dans le monde entier et ils aimeraient beaucoup réinvestir dans leur pays. Et Bonds fait cela. Et on pourrait cibler la radiothérapie. Donc, en résumé, les données mondiales permettent de faire des projections précises de la charge du cancer.
les avantages basés sur les preuves de la radiothérapie peut sauver 950 000 vies par an d'ici à 2035. Et si ça n'est pas le cas, à ce moment-là, on ne sera plus là. Des investissements importants sont nécessaires et ce bénéfice financier également a fait l'objet d'une projection. On a 5 appels à action et l'investissement n'est pas suffisant. Il faut penser à l'innovation. Il faut avoir différentes méthodes, différentes approches. Et je vais m'arrêter ici. Je vais vous remercier pour votre attention.